Un auteur, c'est pas toujours à son bureau. Puis ça, c'est la dette, l'informatique. Puis combien de temps? Ça va bientôt faire presque 20 ans que j'ai un ordinateur portable. Évidemment, ils ont évolué constamment. Mais ce que ça nous a appris, c'est que le bureau, il est mobile. Le bureau, tu l'emportes avec toi. Maintenant, la bibliothèque, on l'emporte avec nous. Là, j'ai voulu emmener Fureur et mystère de René Char, feuillet d'hypnose. Bon, tu emmènes l'édition numérique, tu emportes un petit enregistreur, le micro, il y a longtemps que tu l'as avec toi. C'est une intimité que tu emportes, une intimité où tu te retrouves comme l'écriture, sauf qu'au lieu d'être avec ton clavier, tu peux te concentrer sur l'exercice de pensée. Et ce qu'apporte là un décalage, une translation dans l'univers technologique qui traite ta petite bulle, c'est que l'instance de publication, tu peux la porter sur ce moment même de gestation de la parole. Et c'est ça qui, pour moi, contraint, non pas à dire on entre dans une ère de la littérature hors du livre, mais à faire des grands flashbacks, à reprendre justement c'est quoi cette langue qu'on utilise, comment travaille cette langue qu'on utilise, comment elle nomme le monde, qu'est-ce qu'elle attrape le monde, qu'est-ce qu'elle met en abîme pour que le langage devienne autoréflexion, comment elle sédimente pour que ces structures de langage que tu portes en avant de toi soient dignes de ce que tu nommes écriture. C'est là où de profondeur, on va juste rester là, dans une centaine d'années, disons, premier tiers du XVIIe siècle jusqu'au premier tiers du XVIIIe siècle. Est-ce que le livre accapare la totalité de ce qui surgit en littérature, de ce que rétrospectivement on nomme littérature, en ce sens qu'elle forge l'art, la syntaxe même du langage qu'on utilise et son imaginaire, et comment ce qu'on reçoit de paroles et de mots fabrique à l'intérieur de nous son univers de résonance, d'arborescence. Pour moi, un épisode que je pense un petit peu comme rupture fondatrice là, de ce que je cherche à tenir, à explorer. Puis désolé de faire ça dans cette nudité de chambre, Ibis. En dessous, c'est les voies de chemin de fer, mais à cette heure-là, les trains sont calmés. On est juste à Chambéry. Je repars demain matin à 6 heures. C'est ce moment en 1944 où quasi simultanément naissent deux textes, un de Henri Michaud, un de René Char. Le texte de Henri Michaud, il est sur les hauteurs de Meudon. Là, vous savez, il loue, en tout cas on lui met à sa disposition une sorte de garage, tout simplement. Et dans ce garage, là, c'est là où 6 jours sur 7, il s'applique à ses encres. Et en disant combien ce travail de préparation du papier, préparation des encres, les motifs qu'il dessine, l'application, ensuite le séchage. Pour lui, c'est un travail totalement épuisant. Et quand il arrive le soir, qu'il s'arrête de peindre, appelons ça peindre, le bonhomme est rétamé. Par contre, il y a ce qu'il appelle la journée de silence. Une journée par semaine, eh bien, ça tu suspends ce cycle, et c'est là où, dans une pièce vide, tu te consacres à attendre l'écriture. Et tu n'en fais pas sédimentation. Plus tard, dans cette pièce qui est uniformément vide, avec une table et un tabouret, il aura seulement un broyeur à papier. Tu écris quelque chose, tu enlèves la version précédente. Et c'est pour ça que je pense que dans la nature, construire ce travail d'énonciation, prendre le risque d'installer, de le publier dans ce surgissement même de la publication, c'est pas si différent de choses qui peuvent nous sembler tellement essentielles dans le champ contemporain. Donc, Michaud est là, il a été longtemps absent de Paris, astreint à résidence dans le sud, vers Toulon.
Et il y a les avions américains qui bombardent Billancourt, l'usine Renault. Et lui, il est en surplomb, il voit ces bombes, cette destruction, et c'est les dégâts humains et pas seulement matériels. Et le texte, c'est le droit de peindre. Comment je m'arroge ce droit de peindre? En quoi ma réponse même à ce drame ou cette déchirure de l'histoire, c'est être à distance, voir et peindre. Et bizarrement, presque simultanément, le texte de René Char est aussi une histoire de surplomb. Il est là avec une dizaine de ses hommes, chacun avec son fusil, tient en joue un bataillon allemand, donc en contrebas, à la sortie d'un village. Et là, au poteau d'exécution, les yeux bandés, un de leurs amis, un écrivain, un jeune écrivain. Char doit prendre la décision de feu. S'il donne l'ordre de tirer, leur ami est sauvé. Simplement, ils savent que, en ce cas, il y a 10 Allemands morts, des SS. Le lendemain, une colonie de la Waffen-SS forcément va venir brûler le village. Char ne donne pas l'ordre de tirer. Il retient ses hommes. Leur ami est fusillé par les SS. Cet entrefer, il a un point commun. Justement, qui est René Char à l'époque, dans ces années-là? Il est constamment mobile. Quelquefois, tu peux planquer un carnet quelque part, dans un bois, dans une masure, entre des pierres, et le retrouver un peu plus tard. Est-ce que tu as des livres avec toi? Non. Est-ce que tu emportes avec toi de quoi écrire? C'est des petits carnets dans les poches. C'est tout, un carnet. Et c'est là où son écriture même intègre cette non-possibilité de publier. C'est des textes qui seront publiés en 1948, en tout cas à partir de 1946, jusqu'à 1948 et plus tard, en particulier dans la revue Fontaine, morceau par morceau, avant de devenir, là, par exemple, les feuillets d'hypnose, et que les feuillets d'hypnose s'intègrent dans le livre qui rassemblera les textes, et que les feuillets d'hypnose s'intègrent dans le livre qui rassemblera les textes de toute cette période, et qui donc s'appelle aujourd'hui Fureur et Mystère. Et moi, je suis parti là en voyage avec Fureur et Mystère et les feuillets d'hypnose. Et en gros, c'est la taille du carnet de René Char. Quelle spécificité ont ces feuillets d'hypnose? C'est qu'ils sont lestés aussi de textes qui font une ligne et demie ou 2 lignes. Des textes qui tiendraient dans un tweet. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Comment vivre sans inconnu devant soi? Et d'autres. Évidemment, des textes qui nous portent aujourd'hui et qui nous ont permis de trouver ces tout petits biais, de ramper jusqu'où il peut y avoir écriture. Les feuillets d'hypnose s'écrivent sans perspective de livre et s'assemblent, se composent dans ce qui est aujourd'hui le livre sans être devenu un livre. On a un exemple symétrique avec Daniel Harms, assassiné par Staline en 1942 dans ces conditions aussi abjectes que Mandelstam, dont il a été si proche dans son internement dans les camps ou en psychiatrie. Harms dispose au moins d'une valise, en tout cas lègue une valise lestée là encore de petits bouts de papier divers, et ce qu'il écrit justement sous le nom de Faits divers, c'est 10 lignes, c'est une page. Je vous mets un lien dessous ou une vidéo où je lis quelques-uns de ces faits divers dans la si magnifique traduction de André Markovitch, paru chez Mesure il y a 1 an. Quand ces textes sont publiés, on est 30 ans après, on est en 74. Mais dans le monde russe, le monde russophone, tout le monde connaît par cœur. C'est-à-dire, la collectivité a mémorisé
l'œuvre de Daniel Harbs, en tout cas une grande part de ses faits divers, il est déjà un des auteurs les plus considérables de la langue russe contemporaine, comme Mandelstam et d'autres. Mais il n'y a pas eu de livre. Le livre vient après la constitution de l'œuvre de Mandelstam comme fait public, permanent, simplement, uniquement par la mémoire. Et est-ce que c'est une œuvre sans livre? Oui. Alors nous, les trois figures que je voulais prendre, là où elles remontent à loin, la première c'est Bénigne Bossuet, évêque de Meaux. Quelle drôle d'idée d'aller chercher Bossuet. Mais n'importe qui a lu les oraisons Henriette d'Angleterre, quiconque a lu certains des sermons sur la mort, par exemple, ou même ce très grand récit qu'il fait de la Bible, ou refaire une histoire du monde, une histoire universelle, le monde vu selon l'œil de la Bible, ou sa propre traduction de l'Apocalypse. En quoi il nous intéresse Bossuet? Bien, c'est que ce changement, cette fusion qu'il réimpose à la langue encore chaotante du début du XVIIe siècle. Attention, chaotante, je suis assez immergé, moi, dans le XVIe siècle, de Rabelais, de Montaigne, de Daubigné. Je sais ce que c'est, cette langue, comment elle accroche, comment elle rappe, comment constamment elle se transforme à chaque fois qu'un de ces manieurs de mots, de phrases se l'accapare, s'en saisit et la remalaxe. Mais et je suis aussi, évidemment, j'ai jamais Racine loin de moi. Racine, tu ouvres Racine pour reprendre ces vers que tu connais, simplement parce que la langue, c'est pas qu'elle se met en repos, c'est qu'elle trouve tellement, elle est étale sur sa propre logique. Et c'est le besoin que j'ai de retour permanent à Racine, qui s'accentue même avec l'âge, avec toute cette turbulence partout. Il y a besoin, si tu veux tenir à distance les turbulences, tu reprends Racine. Tu te lis une des pièces de Racine. En gros, tous les 2-3 ans, tu as relu complètement Racine. C'est pas des prouesses, c'est juste nos petits vices et travers. Mais ça redevient après politique dans la transmission. C'est quand tu dis, c'est ça qu'il faut faire. On ne peut pas se dispenser de cette étape. Même si toi, les gens à qui tu t'adresses, je sors de 2 jours de stage avec des étudiants de L2. Toi, à cet âge-là, de toute façon, tu lisais pas Racine. Certainement pas. Alors Bossuet, imagine. Mais Bossuet, c'est une oralité. Et cette oralité, c'est la chair. Donc ces dispositifs acoustiques que sont ces grandes églises sombres, encore si peu loin de l'Inquisition, c'est Dieu. Bon, je ne vais pas entrer dans un domaine qui me concerne pas, mais on n'est pas dans du plaisant, c'est du froid, de l'humide, c'est l'ordre, c'est le plus strict de la domination écrasante. Par contre, ceux qui s'arrogent le pouvoir là, dans cette filière-là, par la filière des séculiers, ce pouvoir est encore plus démultiplié. C'est pour ça que nous aussi... Mais il se passe quoi quand Bossuet monte en chair? C'est un temps. C'est le temps de l'oraison, au sens strict. Et c'est quoi ces grands enterrements? Un grand, un puissant meurt. Alors ça, c'est des processus qu'on connaît. Alors, celui qui allait le plus loin, là, c'est Louis Marin, Portrait du roi, un livre, là encore, des années 80, peut-être, tout début. Pour moi, une personne à laquelle je repense toujours avec gratitude. Donc, et ça, vous avez ça aussi dans Saint-Simon par le détail, combien de fois un puissant meurt, on enlève immédiatement les viscères et le cœur. D'abord les viscères, parce que ça pourrit à toute allure, et qu'on ne sait pas comment traiter ça. C'est le cas pour Louis XIV, après 400 pages d'agonie de Louis XIV, quand Saint-Simon nous décrit qu'est-ce qu'on trouve dedans. Oh là, ça oui, c'est l'histoire de la littérature, autant que de l'histoire tout court.
On met ça dans une urne, un pot en grès. Après, on peut la décorer, en faire ce qu'on veut. Et puis, il y a 2 havres pour ça. Il y a là où vous avez été éduqué. Et puis là où, sur la fin de votre vie, vous avez fait vos pénitences. Là encore, c'est pas mon monde. Mais en gros, on envoie les viscères là où on est né. Et on envoie le cœur là où on venait dans sa vieillesse. Et ça, une fois que c'est fait, et ces urnes enlevées, le corps, évidemment, on l'enterre. Et c'est fascinant aussi dans Saint-Simon parce que, évidemment, là, on ne le garde pas. Donc, on évacue le corps. Et c'est totalement anonyme. C'est-à-dire, les puissants envoient évidemment leurs voitures suivre le convoi mortuaire. Mais c'est des voitures vides. C'est des voitures avec les armoiries sur la porte. Et ce convoi emmène le corps. Par contre, quelques semaines plus tard, là, il y a la cérémonie. Dans l'église la plus majestueuse, en tout cas celle qui convient à ce jour et à ce personnage. Et ce qu'on porte là, dans le centre de la cérémonie, c'est un mannequin d'osier revêtu des habits de cérémonie, de la personne dont il est question. Et c'est là où Bossuet monte en chair. C'est-à-dire, tu montres la mort, tu récapitules la vie, tu fais surgir ce combat entre vie et mort, tu le tiens dans l'élan là de la parole, comme c'était les 2 mains les suspendaient. Et la scénographie, c'est que on écoute la voix réverbérée par la chair. Celui qui est en chair, évidemment, surplombe, là encore, ceux qui se sont assemblés là dans la prière. Mais entre lui et ceux qui l'écoutent, entre la langue et ceux qui la reçoivent, il y a ce symbole qui est non pas un symbole, qui est l'expression matérielle de la mort, mais cette expression matérielle de la mort est symboliquement conférée au mannequin d'osier revêtu des habits de cérémonie. C'est-à-dire que l'instance de Bossuet, là où Bossuet transforme la langue française, c'est que comme Racine, il produit un théâtre. Ce théâtre avec au milieu figure allégorique de la mort, le mannequin. Ce mannequin dans ses habits de cérémonie. Nous, on lit Bossuet. Bossuet, évidemment, ce qui est fascinant au moment justement qu'on connaît là aussi très bien par Saint-Simon, Fénelon et les autres, c'est que l'imprimerie, c'est quelque chose d'immédiat. Peut-être si c'est chaud, si ça brûle, on va faire imprimer à Bruxelles ou à Amsterdam. Mais quand Saint-Simon écrit un libelle de 40 pages, ou bien qu'il se fait attaquer par les Noailles avec un libelle d'une 30aine ou d'une 60aine de pages, ces choses-là sont écrites dans la journée et la nuit et sont imprimées le lendemain. C'est-à-dire cette vitesse de la matérialisation et de la diffusion de ces opuscules-là dans Paris. Non, on n'est pas dans le livre non plus. Et pourtant, c'est là où la surface la plus vive de comment l'écriture joue avec l'actualité de son temps, ça ne passe pas par la sédimentation du livre, mais par ce qu'on nomme dans le monde des bibliothèques des éphémères. Et ces éphémères, on les trie, on les classe, pas dans les départements du livre. On y reviendra ça avec Judith Schlanger. Pour moi, ces éléments, c'est la grosse patte la plus importante. Là. Je suis content de me laisser aller petit à petit avec ces petits outils dans quelque chose qui serait beaucoup plus proche du podcast que de la vidéo. Je ne sais pas si vous l'écoutez en vidéo ou si vous avez téléchargé la version podcast, mais pour moi, c'est de plus en plus indifférent et à la limite, YouTube, c'est-à-dire lancer la vidéo et juste l'écouter, c'est le meilleur moyen d'être... Donc le podcast, pour moi, c'est plus ce temps de l'énonciation en partage et puis cette petite bulle qu'on peut installer et ça part d'intimité. J'ai besoin là, de la sortir de mon bureau. Ça me convient très bien là, de faire ça au-dessus des trains, dans une chambre d'hôtel. Je crois que ma chaîne va évoluer vers ça. Est-ce que cette idée de vidéo podcast, elle va être plus présente? Bon, je reviens à mon Bossuet. Évidemment, Bossuet donc devient
livre. C'est-à-dire que l'oraison à Henriette d'Angleterre, à peine elle est prononcée, qu'elle est imprimée et qu'on va la lire à Madrid ou à Turin ou à Rome. Mais là où elle forge la langue et là où elle devient langue, c'est par cette scénographie, par ce temps de la cérémonie et par la symbolique. C'est-à-dire que la langue montre la matérialité du mort ou de la morte, là, entre vous, entre celui qui parle et celles et ceux qui l'écoutent. La deuxième figure de la même époque, c'est Madame de Sévigné. Alors, Madame de Sévigné, on est dans une sorte d'antipode, c'est au contraire, non pas une légèreté, mais cette précision là beaucoup plus proche de Racine. En tout cas, je ne pense pas qu'elle aimait beaucoup Bossuet. On s'en fiche. Mais elle écrit des lettres. Les lettres sont adressées à sa fille. Si sa fille est à Paris et qu'elle est dans son manoir là, près de Rennes, à Vitré, ou bien, pour la grande part, qu'elle est à Paris et que sa fille est à Grignan, là, près d'entre Montélimar et là, tout l'entrée du Vaucluse, la magnifique petite ville de Grignan qui garde toujours cette même force et cette même élégance encore aujourd'hui. Les lettres mettent environ 9 jours pour faire le chemin de Paris à la Provence. C'est déjà une prouesse technique en tant que telle. C'est-à-dire que même, évidemment, envoyer des lettres, ça existe autant des Romains, ça existe tout au long du XVIe siècle. Simplement, avec le pouvoir beaucoup plus centralisé de Louis XIV, ça se mécanise. Ça veut dire que envoyer une lettre, c'est beaucoup plus rapide. Vous pensez, qu'est-ce que c'est 9 jours pour faire cette distance de Paris à Grignan? Mais simplement, dans cette centralisation, il y a aussi l'arrivée de M. d'Argenson. C'est-à-dire que Louis XIV invente la police de la poste. C'est-à-dire que vous écrivez tout ce que vous voulez, vous l'envoyez, mais tout le courrier est susceptible d'être examiné par une police, elle aussi centralisée. C'est-à-dire, vous voyez, il y a cette technologie de la matérialité de la correspondance qui à la fois devient beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable, et en même temps une centralisation parallèle du pouvoir politique qui s'exprime par une instance de censure qui touche à l'essence même du courrier. Et sans parler de comment cette censure donne ou ne donne pas le droit d'imprimer ou de poursuivre un auteur selon la nature de l'imprimé. Or, qu'est-ce qu'elle met dans ses lettres, Madame de Sévigné? Ce qu'elle a vu la veille au soir. Elle a assisté à telle pièce de théâtre. Et puis à cette pièce de théâtre, monsieur Untel a dit que ça. Et Madame Untel ou monsieur Untel s'est comporté comme ça. On a constaté que monsieur Untel avait... Est-ce qu'on peut censurer ces éléments-là? Est-ce qu'ils relèvent du politique? Non. Ils sont simplement une sorte de relation de fait et de relation de parole. Donc ils ne relèvent pas de l'instance de censure qu'elle pourrait avoir si elle publiait sous forme de livre ses attaques ou ses constats. À peine Madame de Sévigné a rédigé sa lettre que son bon cousin Bussy Rabutin, lui, l'a fait recopier à 4 secrétaires. Ça, c'est rien d'extraordinaire. Tous ces gens en ont comme ça. On le sait là encore, parce que Saint-Simon, on a tous les détails et tout ça. Donc, c'est leur logique à eux. Saint-Simon, d'ailleurs, pouvant très bien devenir, lui, le scribe de ses amis politiques à la cour, du duc d'Orléans, par exemple. Donc, quand la lettre de Madame de Sévigné s'en va dans la grande structure mécanisée et soumise à l'œil de la police pour atteindre 9 jours plus tard sa fille, les 4 lettres de Bussy Rabutin ont été transmises à 4 personnes. Quel privilège! Mais ces 4 personnes ont pris elles-mêmes l'engagement de faire recopier à 4 exemplaires la lettre.
On estime que quand la fille de Madame de Sévigné, à Grignan, reçoit et lit la lettre de sa mère, environ 400 personnes l'ont lue avant elle. Ça veut dire que cette réaction immédiate, voilà ce que j'ai vu et entendu hier soir, voilà ce que j'ai constaté hier soir, comme aussi tout ce qui fait le grain de Sévigné. Ce qu'on a vu, c'est la vie, tout simplement, le temps qu'il fait. Et avec une poésie, une élégance où elle parle de la météo, non, mais quand elle parle des relations entre les êtres, certainement. Reprenez Proust, et vous savez, cette habitude que la mère de Marcel Proust avait de citer sa Sévigné dans la recherche, ça devient l'apanage de la grand-mère. Et Proust travaille quasiment par copier-coller constant de Madame de Sévigné pour ce qui est de la manière de parler de la grand-mère. Mais là, évidemment, pour nous, Madame de Sévigné, c'est un livre. C'est 2 tomes, Pléiade, je suppose qu'il y a des éditions de poche. Eh bien, c'est beaucoup plus tardif. Alors tardif, est-ce que ça compte? Est-ce que c'est le décalage de temps? Non. C'est que l'activité même de l'écriture comme de la lecture, et encore plus de la reproductibilité du texte avant même qu'il ait atteint son destinataire, c'est-à-dire, ce n'est pas un livre qui est diffusé à 400 exemplaires, c'est 400 pour lire, on recopie et on transmet. Et on a tout l'écosystème du partage de la diffusion, mais ça se passe de livres. La troisième figure, évidemment, c'est Saint-Simon lui-même. L'œuvre de Saint-Simon, j'ai souvent tendance à la penser comme une sorte de fitness pour nous, les auteurs. C'est-à-dire, bon, c'est pas qu'on fait un petit club et tout ça. Moi, pour chacun, c'est tellement de hasard. Moi, je venais de publier Sortie d'usine en 1982. Et je me souviens, à l'époque, il y avait une librairie place Saint-Germain-des-Prés. C'était le Divan. Elle a migré dans le 15e arrondissement à Paris, mais je ne suis jamais allé dans la nouvelle implantation. Et là, il y avait un bonhomme de libraire. Alors, moi, je venais souvent comme client. Et puis, comme mes photos est paru dans le journal, bon, sans qu'on se soit parlé plus, je pense qu'il a dû me repérer comme étant, tiens, le gars qui venait de publier chez Minuit, 200 mètres plus haut. Et alors que j'étais en train de... Là, comme d'hab, j'aime pas qu'on s'occupe de moi quand je farfouille dans les librairies. Il y a des librairies où je vais plus uniquement parce qu'on se mêle d'émettre des avis sur ce que je lis. Il me dit, vous savez, vous devriez essayer Saint-Simon. Mais après, très discrètement, il est reparti. Et là, pour moi, le nom de Saint-Simon, il m'est venu ici, ce jour-là, en 1982. Il a fallu 10 ans, en 92, pour que... Tiens, peut-être j'étais en manque de lecture, en manque de... C'est quoi la langue, quoi? Et je sais pas comment... là, se sont rebouclées les choses. C'est, allez, Saint-Simon, il est temps. Je peux pas faire l'impasse. Donc j'achète le tome 1 du Pléiade, il y en a 8, et là c'est très déceptif. Et je l'ai compris bien plus tard, parce que bon, du coup je l'ai lu, et puis en même temps, je crois que j'ai compris ça un petit peu, que si je le prenais un peu plus loin dans le temps, à ce moment-là, ce serait du beaucoup plus costaud. Donc le 1, bon, t'es un jeune type présenté à la cour qui fait ses classes... dans les régiments où il est plus ou moins bien traité, parce qu'on sait que c'est quoi, le fils d'un type qui avait été nommé duc par Louis XIII. Pourquoi? Parce que domestique de Louis XIII, une fois, à la chasse à courre, il a l'idée de son cheval est plus frais que celui du roi, de présenter le cheval non pas parallèle, ce qui fait que tu descends et tu remontes sur l'autre cheval, mais tu lui présentes cul contre tête. Donc à ce moment-là, Louis XIII n'a plus qu'à pivoter sur son pied et hop, ça repart. Il n'a même pas eu besoin de descendre de cheval pour repartir. Voilà comment on fait un duc. Et Saint-Simon, en plus ce duc a été marié très tard. Saint-Simon est un petit être pas souffreteux, non, mais qui porte physiquement le fait d'avoir eu un père âgé déjà à sa naissance.
Et ce qu'il va toujours comme ça multiplier, rajouter sur l'étiquette, sur les rigidités de la cour, ça tient sans doute précisément à cette espèce de semi-conscience qu'il en est un des plus récents et peut-être un des moins légitimes. On n'entre pas là, c'est pas ce qui nous concerne. Mais en gros, donc Louis XIV meurt en 1715. Les mémoires vont commencer en 1703, je crois. Ensuite, c'est la régence de 1715 à 1723. Donc on va avoir en gros 20 ans. 12 ans de la fin de Louis XIV, avec le duc de Bourgogne, le dauphin, tous ces morts là qui vont s'enchaîner. Ensuite, la régence, où Saint-Simon va être tour à tour dans les plus proches du duc d'Orléans, et puis ensuite relégué par l'abbé Dubois. Bon, pareil, c'est pas ce qui nous concerne ici aujourd'hui. Et puis en 1723, à la mort du duc d'Orléans, eh bien tout d'un coup, toute la team, on dégage. Et à ce moment-là, il commence d'écrire de 1723 à 1742, donc pendant 19 ans, en gros, les 19 ans de vie de cour auxquels il a participé. Alors qu'est-ce qu'il a comme matériau ? Le matériau d'un type qui s'appelle Dangeau. Dangeau est un bon bourgeois de Paris dont la réputation était de jouer magnifiquement au billard. On a les réputations qu'on peut. Il est invité par Louis XIV à la cour. C'est-à-dire Louis XIV qui se piquait de bien jouer au billard, veut se mesurer aux meilleurs joueurs de Paris. Dangeau vient, commence par dominer le roi, et il a, c'est peut-être la seule chose intelligente qu'il fera de sa vie, il a la sublime intuition de se faire battre par le roi. À partir de ce moment-là, il a les entrées ouvertes, et Dangeau est perdu dans la cour. En plus, c'est rempli de jalousie. Comment tu vas avoir cet appartement? Comment tu vas avoir? Est-ce que tu as eu les entrées? Pourquoi? Est-ce que le roi t'a parlé, etc. Donc Dangeau commence un journal. Et le journal de Dangeau, il est comme lui. C'est plat. C'est bien plat. Simplement, il y a tout dedans. Un tel est mort, un tel a dit que, il s'est passé ci, etc., etc. Et le journal de Dangeau, est-ce qu'il est imprimé à l'époque? Non, ces documents-là, tu les fais recopier. C'est-à-dire tu finances, toi, un commis qui va aller pendant quelques semaines chez la personne qui est dépositaire du manuscrit et va t'en produire une copie. Ou bien on te laisse pendant 5 semaines un exemplaire du journal de Dangeau et tu le fais copier, toi, chez toi, à domicile. Et c'est dans les marges de ce journal de Dangeau que Saint-Simon fabrique ses portraits. Le Pléiade, j'adore cette édition parce que j'ai une version numérique de Saint-Simon, c'est pas le problème, et je le lis le plus souvent comme ça en numérique quand j'ai besoin de m'y remettre. Mais dans cette édition, on a ce qu'on appelle les additions à Dangeau. C'est-à-dire le journal de Dangeau, bon, je pense pas qu'on ait besoin de l'avoir, mais ces additions à Dangeau, c'est ces premières ébauches de Saint-Simon. Et quelquefois, on a un plaisir physique à lire ça qui est supérieur à la reprise qui s'en fait 10 ans ou 20 ans plus tard pour la version des mémoires. Et pourtant, tout à la fin des mémoires, il y a cette espèce de phrase qui dit « Je n'ai jamais pu me déprendre d'écrire vite ». Bah ouais, mon gars, mais ça fait 19 ans. Vous savez, il y a cette fameuse ligne là de son épouse qui meurt et il fait une ligne de larmes. Et puis ensuite, le récit reprend. Donc, est-ce que ça naît de livres? Non. Est-ce que c'est destiné à faire livre? Par exemple, il a un notaire, Saint-Simon, et le notaire a un fils. Le notaire demande à Saint-Simon, est-ce que vous autoriseriez mon fils à venir lire vos mémoires? Qu'il vienne. Le type, il vient, il va rester 2 mois. Il s'appelle Arouet, le notaire. Et le jeune, plus tard, il signera sous le nom de Voltaire. Donc, cette transmission, elle s'établit. C'est-à-dire que si vous prenez Chateaubriand, c'est pourri de Saint-Simon. Si vous prenez Balzac, il y a du Saint-Simon. Si vous prenez Stendhal, il y a Saint-Simon. Et si vous prenez Proust, Saint-Simon a fleur partout, partout sous-jacent, sous les phrases. C'est-à-dire qu'il accomplit son destin de transmission de langue, mais à quel moment il devient un livre? Pour Saint-Simon, c'est un papier familial.
C'est-à-dire c'est ce que tu transmets comme mode d'emploi du pouvoir et les secrets que tu détiens concernant le pouvoir, mais dans le cercle clos de la transmission familiale. Voilà. Oui, je ne démontre rien, je n'impose rien, juste ce prédicat. Dans ce qui se passe ici, si je prends mon petit enregistreur, je me mets proche là de ce micro et que j'appuie sur Record de mon GH5S, est-ce que c'est de l'écriture ou pas? Ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'on mérite que le monde du livre nous bâtonne sans arrêt? Comme le monde numérique, vous faites de la littérature, vous faites pas du code. Ouais, c'est pas ça la question. La question c'est que si on veut penser notre interaction avec le monde, si on veut penser notre geste même, d'en appeler là à une temporalité du dire qui se creuse lui-même et par la publication offre ce creusement au-delà de nous-mêmes. Eh bien, repenser cette période d'il y a 300 ans, qu'est-ce que ça nous fait du bien? La question du livre, sa globalisation est artificielle. C'est important de le garder en tête.